Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La science des sciences. Cette semaine, nous abordons le thème de l'immigration. Notre première invitée, Solène Lardou, est professeure en démographie à l'Université de Montréal. Elle est responsable du projet Trajectoire de participation des immigrants au Québec et membre de la Maison des affaires publiques et internationales. Notre deuxième invitée, France Houle, est professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Nous vous invitons donc dans notre discussion. Bonjour tout le monde, re-bienvenue à un autre épisode du podcast La science des sciences. Je me tourne immédiatement vers mes invités. Tout d'abord, vous remercier d'avoir accepté l'invitation. On a un sujet, qui me semble toujours d'actualité aujourd'hui. On va parler de la recherche avec des populations immigrantes. Donc, ma première question va différer un peu de d'habitude. Ce ne sera pas directement sur vos recherches, mais je veux qu'on remettre un peu en contexte ce type de recherche selon vos spécialités, évidemment. Donc, avant de plonger bien dedans, pour sortir un peu de l'actualité qui est un peu folle ces temps-ci, et de se plonger dans la recherche. Donc, on peut commencer sur le bout de la table. Oui, merci Michael, puis merci de l'invitation. Alors moi, je suis professeure de droit, donc je fais des recherches en droit et je dois dire dès le début, pour que tout le monde comprenne bien le contexte de la recherche en droit, que le droit de l'immigration, c'est un droit de praticien. Et parce que c'est un droit de praticien, les praticiens n'ont pas le temps d'écrire des textes, n'ont pas le temps ou presque pas de donner des conférences. Ce qu'ils font, par contre, pour les juristes, et ce qui est très important, c'est qu'ils vont en cour de justice pour contester des décisions des ministères qui portent sur des cas d'immigration. Et ces décisions-là, nous, c'est un matériel important en droit d'étudier la jurisprudence, d'étudier les décisions des cours de justice. Donc, ça, c'est un premier point. Et parce que ça a été très longtemps un droit de praticien, il y a eu très peu de professeurs qui ont enseigné dans les universités ou ont développé une spécialité dans ce domaine, dans les universités. Donc, par exemple, quand je suis arrivée en 1999 à la faculté de droit, il y avait que moi qui faisais du droit de l'immigration dans l'Université de Montréal. Et dans les autres universités, il y avait un professeur à McGill et c'est tout. Et dans le reste du Canada, la situation est à peu près la même. Ce qui fait que les connaissances scientifiques en droit de l'immigration ne sont pas si développées que ça. Aujourd'hui, la situation est bien meilleure. Il y a beaucoup plus de professeurs de droit qui font du droit de l'immigration. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de droit international de l'immigration. Donc, on va s'intéresser beaucoup aux populations de réfugiés, par exemple. Aux réfugiés climatiques, c'est un sujet qui est vraiment très important en ce moment. Mais quand on parle du droit canadien, donc comment les gouvernements organisent les programmes d'immigration au Canada, ça, il n'y en a pas tant de recherches là-dessus en droit. Et la plupart des recherches vont porter, par exemple, sur les travailleurs temporaires, les travailleuses domestiques et les travailleurs agricoles. On en a beaucoup parlé. Les personnes qui ont un statut dit irrégulier, les sans-papiers. Et il y a aussi les demandeurs d'asile dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Donc, ça, c'est à peu près le gros de la recherche en droit. Ça, c'est juste pour les contenus. Si vous voulez, peut-être un peu plus tard, on pourra parler de méthodes. Mais il y a tout un champ du droit de l'immigration qui n'est presque pas investi par les professeurs de droit. Et c'est celui des catégories d'immigration permanente dans le secteur économique. Donc, les travailleurs qualifiés, les gens de métier, les investisseurs, les entrepreneurs et aussi le regroupement familial, parce que ces personnes arrivent au Canada et ils veulent arriver avec leur famille. C'est un enjeu important, mais on n'en parle pas tant que ça dans les recherches scientifiques.
C'est vrai, quand on parle de faculté de droit, la recherche, c'est pas ce qui nous vient à l'esprit, hein, c'est l'aspect très pratique. Donc, c'est vraiment intéressant. Et je vais me tourner vers une démographe. Là c'est un peu l'inverse. Là, on s'attend à ce qu'il y ait de la recherche, surtout sur ce type de population-ci. Comment on peut situer la recherche démographique? Mm-hmm. Oui, alors merci de poser cette question. Et ici, là, au département de démographie et des sciences de la population, on est au moins 3 professeurs parmi 9 à travailler sur des questions en lien avec l'immigration. Donc, c'est devenu un sujet sur lequel 2 d'entre nous ne travaillons pas au départ, mais on a été amenés à développer des travaux vu l'intérêt grandissant de ce sujet-là. Et donc, on travaille sur l'identification, la quantification de l'effectif des immigrants et rapidement, avec la quantification, la composition de la population immigrante, la composition sur plusieurs niveaux, les statuts d'immigration, par exemple, de distinguer les résidents permanents des réfugiés, des demandeurs d'asile, du regroupement familial, et de voir aussi la durée depuis l'arrivée, donc étudier les populations aussi en fonction de la durée de résidence. Par exemple, de nombreux résidents temporaires sont en attente de devenir résidents permanents, mais ils sont déjà au Québec, ils vivent déjà là, et ils vont passer dans la catégorie des résidents permanents. Donc, ils vont devenir résidents permanents, mais ça ne veut pas dire qu'ils viennent directement de l'étranger. Ils peuvent être là depuis plusieurs années. Donc, on s'intéresse à la composition de la population immigrante, concernant aussi le fait que les individus peuvent arriver seuls, mais la famille reste encore une partie au pays d'origine. Quand est-ce que donc quelles sont les durées pour la reconstitution, la recomposition familiale ou le regroupement familial. Donc il y a un intérêt aussi par rapport aux politiques migratoires et comment les politiques migratoires aussi peuvent transformer des dynamiques de relations familiales et de liens familiaux. Donc, on s'intéresse à la mesure des liens familiaux et la façon aussi de considérer l'individu dans un groupe plus large, dans un réseau social aussi, voir comment les proximités et le soutien que les immigrants peuvent avoir. Une autre question concerne la fécondité aussi. Moi, je travaille plus sur les questions de fécondité de famille en général et notamment concernant la mesure, comment on estime la fécondité des immigrants en fonction de la durée depuis l'arrivée. Afin de voir qu'est-ce qui fait partie de la socialisation et comment est-ce qu'on arrive vers une intégration, voire une assimilation segmentée comme c'est excellent. Je pense qu'on pourrait même développer un peu tout de suite sur vos recherches. On peut commencer ici, mais mettez, s'il vous plaît, l'accent sur les méthodes que vous employez plus spécifiquement. Oui, alors je continue? Ah oui. Oui, c'est ça. Parce que c'était déjà bien parti. Oui. Je voulais en apprendre plus. Voilà, alors les méthodes, donc, les données sur les immigrants, données quantitatives, il n'y en a pas tant comparé à d'autres sujets. Donc, c'est un enjeu de trouver les populations immigrantes dans les recensements du Canada. Dans quelques enquêtes, mais là, ils sont souvent sous-représentés, surtout si on s'intéresse aux régions d'origine, aux origines de naissance, au statut de minorité visible, voir si les individus sont racisés, non racisés, les minorités ethnoculturelles dont on peut parler. Donc, le croisement de ces caractéristiques, quand déjà dans les enquêtes, ce sont des échantillons, donc c'est encore plus difficile d'identifier des immigrants, sauf si on les suréchantillonne.
Donc l'enquête sociale générale de Statistique Canada a permis là en 2017 de faire des travaux sur la population immigrante. Et là, tout récemment, je développe des travaux à partir de données administratives que représentent les fichiers d'impôts. Donc on travaille sur les fichiers d'impôts canadiens, alors qu'ils sont disponibles au Centre de données de recherche de Statistique Canada, et on en a un ici à l'Université de Montréal, le Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale. Donc là, il y a des règles qui préservent l'anonymat, bien sûr, et la sécurité des citoyens canadiens. Et il y a tout un protocole très sérieux là-dessus. Mais même avec ça, nous, finalement, on a développé, j'ai dirigé un projet sur les trajectoires de participation des immigrants au Québec, Tragipac. Et là, on a mené une collecte de données d'enquête, donc originales, parce qu'on voyait les informations qui nous manquaient. Et donc, c'était des données biographiques qui s'intéressent à avant la migration, donc une trajectoire déjà avant d'arriver. Depuis quand est-ce qu'on prépare le projet migratoire, par où, quel pays on passe, et l'arrivée et les étapes, puisqu'il y a l'hypothèse de rupture. La migration constitue une rupture dans le parcours de vie et ralentit certains événements. Donc les étapes pour constituer une famille, on en a parlé, reconstituer une famille, avoir l'arrivée des naissances d'enfants, les trajectoires résidentielles, quel lieu de vie on choisit, est-ce qu'on y reste par rapport aux non-immigrants, est-ce qu'il y a des différences? Et donc notre enquête, on enquêtait aussi des non-immigrants, donc 1500 individus ont répondu à cette enquête-là, et c'était une action concertée avec le ministère de l'immigration, la francisation et l'intégration et le fonds de recherche du Québec en société culture, et qui s'intéressait donc aux dimensions démographiques, dimensions économiques, d'accès aux emplois, de la formation aussi des immigrants, la participation au niveau linguistique, au niveau culturel, au niveau communautaire, politique, citoyen. Alors, on a pu collecter différentes dimensions. Donc, on a étudié la participation sportive et le sentiment d'appartenance, le fait de vivre des discriminations parmi les populations immigrantes de différentes origines de naissance, et des travaux qu'on a développés aussi concernant le fait d'occuper et le temps que ça a pris d'occuper un emploi souhaité, un emploi à la hauteur des compétences, un emploi qui reconnaissait le diplôme obtenu et les compétences. Et on voit que de nombreux répondants ont fait des formations au Québec afin de devoir compenser, en tout cas répondre aux attentes des employeurs. C'est étonnant. Je pense qu'on peut aller faire un petit tour de ce côté-ci, parce que c'est un aspect de tes recherches aussi, la question de la compétence et de la reconnaissance. Oui, tout à fait. Puis les travaux de Solène portent beaucoup sur la surqualification des immigrants, des personnes qui arrivent ici et qui n'arrivent pas en fait à trouver un emploi à la mesure de leurs compétences. Une des recherches que j'ai commencées en 2014 et qui a pris fin autour de 2020 a été celle portant sur la reconnaissance des qualifications professionnelles des professionnels formés à l'étranger. C'était justement en raison de cette question-là, qu'on se posait, comment se fait-il que les médecins et les ingénieurs sont des chauffeurs de taxi? Parce que c'est comme ça qu'on en parlait à l'époque, en 2014. C'était le discours qu'on voyait toujours dans les médias. Et donc, on a commencé à chercher une petite équipe pour comprendre comment le système, bon, toujours je suis en droit, donc je veux comprendre comment le système normatif fonctionne et comment on acquiert une certification professionnelle quand on est une personne qui immigre au Canada, quand on est un professionnel qui immigre au Canada.
Et donc, dans nos recherches, on s'est intéressé juste à une catégorie de personnes. Tantôt, je faisais référence aux travailleurs qualifiés. Bien, les travailleurs qualifiés dans la loi sur l'immigration correspondent aux professionnels lorsqu'on parle d'emploi. Et quand on parle de professionnels, on parle des personnes qui sont régies par le Code des professions au Québec. Donc, il y a 46 ordres professionnels. Et juste pour donner une idée des champs qui sont couverts, bien, il y a les champs classiques, hein, les médecins, les infirmières, les avocats, les ingénieurs, mais il y a aussi les psychologues, les physiothérapeutes. Tout le domaine de la santé est à peu près couvert, en fait, par les ordres professionnels. Il y a les comptables, etc. Donc, il y a quand même pas mal de monde, et ça correspond à peu près à 400 000 professionnels au Québec qui ont une certification professionnelle. Alors là, on a nos immigrants qui arrivent, on les a choisis parce qu'ils sont des professionnels. Ils arrivent ici et se rendent compte qu'ils ne peuvent pas travailler dans leur domaine parce qu'ils n'ont pas le permis pour exercer la profession. Alors, autour des années 80-90, les ordres professionnels ont été pris investis là, de cette mission de créer des systèmes réglementaires pour permettre aux professionnels formés à l'étranger d'obtenir éventuellement leur certification professionnelle. Et les réglementations de ces années-là, qui, pour quand même un certain nombre d'entre elles s'appliquent toujours aujourd'hui, ont été créées dans une époque où finalement on n'était pas trop au courant du problème, puis on n'a pas tellement réfléchi à la question. Donc, à l'époque, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pensé comme ça, comment on peut faire une réglementation pour permettre aux personnes d'obtenir leur certification professionnelle. Et ils ont pensé essentiellement à 3 voies. Donc, on va, par exemple, regarder quels sont les cours qu'un professionnel a fait dans son pays pour être avocat, par exemple. Et on va regarder les cours qu'on doit faire ici, on va comparer. Et s'il y a des cours que vous n'avez pas fait, bien, on va vous demander de faire une formation d'appoint à l'université pour combler cette lacune au niveau de la formation. Donc, c'est une première piste. La deuxième piste, ce sera de combler les lacunes en demandant aux professionnels de faire des examens. La troisième piste, ça sera des lacunes au niveau de la connaissance du système dans lequel on va travailler. Et dans le secteur de la santé, c'est très important parce qu'il faut savoir comment l'hôpital québécois fonctionne en comparaison de l'hôpital français ou l'hôpital belge ou l'hôpital africain. Donc ça, c'est important pour la cohésion des équipes pour pas qu'il y ait d'erreurs médicales. Alors là, le stage dans le milieu pratique s'imposait. Alors, c'est comme ça qu'on a développé les réglementations. Donc, certains ordres professionnels vont imposer uniquement la formation d'appoint, d'autres vont imposer la formation, l'examen, le stage, d'autres juste le stage. Mais il y a très peu de professions qui n'exigent rien, qui vont reconnaître le permis dès que la personne arrive avec son permis. Les chimistes, c'est un exemple. Donc, ça, on va parler alors de reconnaissance permis sur permis. Mais c'est très rare pour les professionnels formés à l'étranger qu'on fasse cette reconnaissance-là, alors qu'en Europe, par exemple, c'est beaucoup plus fréquent. Alors donc, ça a été une des pistes. Alors, ce qu'on a fait, c'est que dans les recherches, c'est qu'on s'est demandé, mais comment ça marche en pratique, tout ça? Et ça a été la deuxième question. Mais la première question qu'on s'est posée, c'est, mais comment en sont-ils arrivés à dire, bien, nous, on va imposer la formation ou l'examen ou le stage? Quelle a été la réflexion qu'ils ont faite? Et dans les ordres professionnels, le Code des professions dit que la mission première d'un ordre professionnel, c'est de protéger le public. Donc, on est parti de là. Et on leur a demandé, mais quelle est votre conception de la protection du public? Et on a fait des entrevues, on a pu en faire à peu près avec 25-26 ordres professionnels. Et les réponses ont été assez étonnantes parce qu'ils ne savaient pas quoi dire, ils ne savaient pas quoi répondre.
Donc, ils ont tous une intuition très pragmatique de la protection du public, mais quand il est temps de conceptualiser ça pour éventuellement l'appliquer dans un cas particulier, cette réflexion-là n'avait pas été faite là, sur le plan théorique. Alors, après ça, on leur a demandé, mais alors comment avez-vous déterminé les conditions? Et là encore, les conditions pour avoir une certification professionnelle, les réponses ont encore été de cet ordre-là. Bien, vous savez, on pense, puis c'est vraiment des intuitions. C'est pas nécessairement mauvais, hein? C'est pas, pose pas de jugement sur ce qui a été fait, mais on pense que c'est la meilleure façon d'y arriver. Alors, ce qui est intéressant avec ce genre de réponse-là pour un juriste, c'est que ça laisse place à des formes de discrimination et plus particulièrement la discrimination systémique. Donc, le système en soi, non pas les personnes, mais le système en soi est discriminatoire ou peut permettre que des décisions discriminatoires soient prises à l'endroit de certaines personnes. Alors là, on a fait plus un travail systématique à ce moment-là d'analyse du concept de discrimination systémique. Puis on voulait le faire parce que vous vous souviendrez que dans ces années-là aussi, à chaque fois que quelqu'un dans l'espace public osait parler de discrimination systémique, il y avait vraiment un tollé de protestation du gouvernement. Donc, on voulait absolument le faire. Il y en a encore. C'est ça. Mais pour démystifier cette idée-là de discrimination systémique. Donc, ça ne veut pas dire que le peuple québécois discrimine. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que le système, tel qu'il est établi, mène à des discriminations. Donc, c'est le système qui est en faute. Donc, dans la procédure. Oui, ça peut être la procédure. Puis même là, les contenus, je vais vous donner un exemple facile, là, mais pour les avocats qui sont formés en Belgique, par exemple, et ceux qui sont formés en France. On va prendre ces deux exemples-là. Le Québec, en 2008, a conclu une entente avec la France, qui s'appelle l'entente France-Québec sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, et le résultat de cette entente-là fait que pour les avocats français, ils n'ont aucune formation d'appoint à faire. Ils ont seulement qu'à se présenter au Québec et ils vont à faire un cours de déontologie et on va leur donner le permis. Si vous êtes un avocat belge, et on s'entend que la Belgique et la France, ça se ressemble beaucoup. On est proche. Bien, les Belges vont devoir passer par l'autre système, qui est le système régulier. Et on va leur donner ce qu'on appelle dans notre langage à nous une prescription réglementaire. C'est l'ordre professionnel qui va faire ça. Et il va dire, bien, vous devez aller faire tel cours. Et lorsque ces cours seront terminés, vous allez devoir faire l'école du barreau. Lorsque l'école du barreau sera faite, vous devrez faire un stage. Et là, vous allez recevoir la certification professionnelle. Alors, on voit la différence entre un avocat français qui peut avoir un parcours très rapide, puis l'avocat belge qui, au contraire, ça lui prendra quelques années avant d'être certifié ici au Québec. Et la raison qui sous-tend tout ça, elle n'est pas claire. Donc, ça, c'est un bel exemple de discrimination systémique. Oui. Est-ce qu'on a des données sur... Parce que c'est ce qu'on a suivi, ces avocats français, sur comment ils performent dans notre système après? À ma connaissance, on n'a pas de données claires, de recherches claires, là, comme on ferait en démographie ou dans d'autres disciplines des sciences sociales. Mais les avocats français eux-mêmes nous le disent, que c'est difficile de s'intégrer dans la profession d'avocat. Puis la question n'est pas tellement au niveau des connaissances juridiques, mais au niveau de la connaissance du milieu de pratique, que la pratique de l'avocat en France et la pratique de l'avocat au Canada et au Québec est très différente. Et de fait, elle est très différente parce que un avocat en France fait surtout du litige, il va en cours de justice, alors que les nôtres vont de moins en moins en cours de justice. Ils travaillent beaucoup en médiation, en conciliation, vont faire des contrats. Donc, il y a toute une tendance qui est très différente dans la pratique du droit au Québec si on la compare à la pratique du droit en France. C'est vraiment intéressant. Donc, on n'a pas encore trouvé un système parfait. Là, Non, vraiment pas. Mais il y a un point qui avait été mentionné, puis ça rejoint celui-ci, c'est celui du manque de données.
Ça me paraît un peu troublant quand j'entends nos politiciens parler d'immigration comme s'ils connaissaient très bien le sujet. Mais deux spécialistes ici me disent il manque de données. On n'en a pas assez pour vraiment avoir bien le portrait. Est-ce qu'on peut développer un peu sur ce manque? Parce que ça m'abasourdit un petit peu. Oui, peut-être par ce manque de données. Alors, on va chercher des références à partir d'articles ou d'enquêtes qui sont faites aux États-Unis, par exemple, et puis on fait des hypothèses à partir de ces enquêtes-là, ou bien on peut, si on n'est pas assez rigoureux, on peut juste considérer que ça va être la même situation au Québec, par exemple, si ça a été observé aux États-Unis, au Québec. Il y a des données aussi qui peuvent provenir de la littérature qui vient d'Europe, et concernant notamment là pour l'utilisation de données administratives, donc à partir de fichiers d'impôts ou de registres de population, comme en Belgique, il y a des registres de population, donc les individus en fait ont un code qui les accompagne toute leur vie et qui permet de pouvoir suivre les mouvements de ces personnes et les mariages, les naissances, mais aussi la migration, les changements d'emploi, etc. Donc, il y a le système, justement, en Europe, dans de nombreux pays, en Scandinavie aussi, en Belgique, aux Pays-Bas, eh bien, il y a la possibilité d'observer à travers le temps les individus et donc de voir les changements de statut, ce qui rend une compréhension bien plus juste, bien plus proche de la réalité, de l'expérience des personnes et de leurs familles notamment. Et alors que nous, ici au Canada, finalement, on manque de ces informations, mais il n'empêche qu'il semble qu'il y ait beaucoup qui soit dit sans qu'il y ait des données probantes. Et d'ailleurs, nous, quand on essaye de mettre à l'épreuve justement ce qui peut être dit, on vérifie, on dit mais non, il n'y a pas de données canadiennes, puisque de toute façon, les données n'ont pas été utilisées aussi. Donc là, on collabore fortement de plus en plus aussi avec Statistique Canada, les analystes avec eux et même maintenant on les informe de ce qu'on peut faire avec ces données administratives. Ils nous ont donné accès, mais maintenant on est quelques chercheurs à s'y intéresser là relativement récemment, et on va pouvoir continuer de leur dire voilà ce qu'on peut faire avec, et voilà ce qu'on peut faire, et voilà ce qu'on peut faire. Et là, on va pouvoir parler Canada, on va pouvoir parler Québec, autres provinces, et non pas utiliser ce qui se passe en Europe pour dire sans doute au Québec, c'est ça aussi qui se passe. Ou aux États-Unis, voilà, c'est ça qui se passe au niveau des dynamiques migratoires et de l'intégration des immigrants. Parce qu'on a vraiment un système unique, fait d'une histoire unique, d'une composition de la population unique. Et on a tout intérêt à développer des travaux qui mesurent les parcours des immigrants. Ouais. Puis du côté du droit, un outil que les juristes utilisent beaucoup, c'est le traité de droit dans un domaine qui va faire une synthèse des connaissances. Et nous, toute l'information qu'on a doit être synthétisée de manière cohérente parce que le système juridique est organisé sur un mode hiérarchique. Donc, on ne peut pas faire dire n'importe quoi à la loi, au règlement, à la Constitution, à la jurisprudence. Il y a toute une façon d'organiser l'information. Et comme elle change rapidement, notamment avec les décisions des cours de justice, parce qu'il y en a toujours, s'il n'y a pas de suivi dans la synthèse des connaissances sur des sujets X, bien, on perd le fil à un moment donné, puis ça devient extrêmement long et fastidieux de recréer toute cette synthèse des connaissances avant d'être capable de dire « Oups, OK, là, il y a un problème. » Et on va faire des recherches là-dessus. Alors ça, c'est une première, c'est un premier constat qu'on doit faire avec les études en droit. Et il y a eu tout un mouvement dans la recherche des années 80 environ. Il y a eu un fameux rapport qui s'est appelé le rapport Arthurs, qui parlait des recherches en droit.
Et à l'époque, il y avait beaucoup de traités ou de compendiums là, d'analyse, de synthèse, de connaissances. C'était quand même le genre d'activité scientifique que les professeurs de droit faisaient normalement. Et à ce moment-là, dans le rapport Authors, on a voulu aider les juristes à faire autre chose que de la synthèse des connaissances. Puis c'était bien parce qu'il fallait le faire aussi. Mais la recherche, notamment au Conseil de recherche en sciences humaines, pour les juristes, a changé beaucoup. Et on a cessé à un moment donné de subventionner des traités en droit positif qu'on appelle. Et donc, il y a eu des ruptures dans la production des traités. Mais le côté positif du rapport Authors, c'est qu'au niveau méthodologique, on a commencé à développer d'autres façons de faire en droit que simplement faire ce qu'on appelle l'état du droit positif, qui est en fait une literature review, une revue de la littérature juridique. Puis pour nous, la littérature juridique, bien, c'est la loi, les règlements, les décisions des cours de justice, les traités, les articles et tout ça. Tout ça, c'est pertinent pour le juriste. Et on a commencé à développer des recherches empiriques, à faire plus des recherches de nature qualitative avec des entretiens. Et d'ailleurs, la recherche que j'ai faite sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, on a justement fait une recherche qualitative. Alors, mais on a quand même beaucoup à apprendre de nos collègues en sciences humaines et sociales qui sont beaucoup mieux, qui ont de très, très bonnes formations sur les méthodologies en recherche qualitative et quantitative. Et bien souvent, ce qu'on fait quand on est rendu professeur, c'est de se trouver des alliés en sciences humaines et sociales, pour faire ce type de recherche-là, pour les faire de manière correcte. Je peux enchaîner sur une autre recherche plus spécifique, si vous voulez, pour montrer le manque de données. Et c'est la recherche que je suis en train de faire en ce moment sur l'article 95 de la loi constitutionnelle de 1867. Cet article-là porte sur l'immigration. Et il dit essentiellement qu'il y a une compétence partagée entre les provinces et le fédéral pour régir les questions migratoires. Je sais pas si cette recherche-là, je pense que la petite histoire de cette recherche-là est intéressante parce que je suis quand même partie des médias encore une fois et ce qu'on disait dans les journaux pour alimenter ma réflexion. Vous vous souviendrez qu'en mars dernier, notre premier ministre Legault a dit « Je veux tous les pouvoirs en droit de l'immigration ». Il avait annoncé ça, « Je veux rapatrier tous les pouvoirs en droit de l'immigration, en immigration ». Et là, il est allé voir le premier ministre Trudeau. Le premier ministre Trudeau lui a dit non. Mais on ne savait pas dans les détails qu'est-ce qu'il veut au juste, M. Legault. C'est resté très, très général. Alors là, je me suis demandé, mais que peut-il faire? Qu'est-ce qu'il pourrait aller chercher de plus qu'il n'a pas déjà? Et donc, ça a été la question clé pour s'interroger sur les compétences parce que les provinces ne peuvent faire des lois que si elles sont autorisées par la Constitution en vertu du partage des compétences entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Et c'est en commençant à regarder un peu autour de cet article-là, 95, que je me suis dit, mais il n'y a rien sur l'article 95, alors que les autres articles de la Constitution canadienne, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup d'écrits, mais celui-là, c'est le désert. Et je me suis dit, tiens, que c'est intéressant. Évidemment, quand il y a une lacune pour un chercheur, c'est génial parce qu'on peut aller vraiment contribuer énormément à l'avancement des connaissances en faisant des recherches sur ce sujet-là, sur des sujets où il y a des lacunes. Ces lacunes-là en droit, ça veut dire qu'il n'y a aucun jugement qui s'est rendu en cours et aucun juge s'est prononcé. Bien, il peut y en avoir, mais dans le cas de l'article 95, les juges se sont prononcés souvent sur des questions vraiment qui sont un peu à côté de l'article comme tel. Et la question fondamentale qui se pose pour ce qui est du partage en immigration, c'est mais qu'est-ce qu'on peut partager au juste en immigration? Puis le concept immigration dans cet article-là, c'est quoi sa portée, puis c'est quoi sa limite?
compte tenu que le gouvernement fédéral a des compétences qui sont exclusives sur ce qui est appelé dans la Constitution les aubains, donc les étrangers. Alors, comment on fait fonctionner ça? Le gouvernement fédéral a une compétence exclusive, donc les provinces ne peuvent pas utiliser cette compétence sur les étrangers, mais en même temps, l'article 95, on reconnaît que les provinces et le fédéral ont une compétence en immigration. Alors, comment ces deux choses-là fonctionnent? Ça me semble contradictoire un petit peu. Bien, en fait, ils ont trouvé des mécanismes, oui. des moyens ou des voies de passage pour donner, par exemple, au Québec, la possibilité de réglementer certaines questions en immigration. Et ça a été fait dans un accord qui a été conclu en 1991 entre le gouvernement fédéral et le Québec, qui s'appelle l'Accord Canada-Québec sur l'immigration sur l'immigration et là, le reste ne me vient plus à l'esprit. Mais c'est l'accord de 1991. Et donc, cet accord-là a été conclu qui reconnaît certaines compétences au Québec. Mais en fait, je ne devrais même pas utiliser le mot compétence, c'est des responsabilités en matière de sélection des personnes qui veulent immigrer de façon permanente sur le territoire du Québec. Alors, il y a d'autres choses là dans l'accord, je n'entrerai pas dans tous les détails, mais ce qui est intéressant, c'est que ça a été le premier accord qui a été conclu au Canada, parce qu'avant, le gouvernement fédéral occupait tout le champ de l'immigration et les provinces ne faisaient rien dans ce domaine-là. Alors, avec le Québec, le Québec a commencé à exercer des responsabilités et ensuite, les autres provinces ont également commencé à exercer des responsabilités à travers des accords qui se sont appelés les programmes de nomination des provinces. Alors maintenant, toutes les provinces ont des accords et le Québec. Et la question qui se pose maintenant aujourd'hui, qu'on voit dans les journaux, c'est est-ce qu'il y a une cohérence au niveau du Canada dans la gestion des programmes migratoires? Puis la réponse à ça, c'est on ne le sait pas. Alors ça, c'est une autre belle question de recherche. Il semble avoir quelques vides entourant cette question. Mais est-ce que c'est moindrement réaliste, la demande du premier ministre du Québec de tout rapatrier? Bonne question. Moi, je viens juste de commencer à travailler là-dessus. Et comme il n'y avait rien en droit constitutionnel d'utile pour mes fins, je me suis dit, je vais aller en droit administratif. Ça, c'est ma compétence à moi comme chercheur. Je suis une chercheure en droit administratif. Et le droit de l'immigration, c'est du droit administratif. Et le droit administratif s'intéresse à l'action gouvernementale, à l'organisation du gouvernement. Donc, je me suis dit, mais je vais aller en droit administratif, je vais aller examiner à fond l'accord Canada-Québec, tous les accords provinciaux de programmes de nomination, examiner comment tout ça a été mis en œuvre dans les lois et dans les règlements provinciaux et comment le gouvernement fédéral, dans sa propre loi, gère tout ça. Mais c'est un travail qui va être très fastidieux. J'ai commencé à l'automne, donc l'année prochaine, je pourrai vous donner des résultats. Oui, mais c'est très pertinent, je pense, pour notre gouvernement aussi. Il y a un point qui était intéressant, qui a été mentionné, c'est l'aspect d'interdisciplinarité ou d'aide entre disciplines pour surtout une question aussi pertinente et importante. Est-ce que c'est de l'interdisciplinarité? C'est un mot-clic là, en ce moment dans les universités. Mais est-ce que vous en faites? Est-ce que vous collaborez, peut-être même entre vous deux, pas entre vous deux nécessairement, mais entre différents départements, que ce soit associés vraiment à des sciences ou à d'autres comme le droit, même s'il y a bien des gens dans le public qui pensaient peut-être pas qu'il y avait de la recherche dans une faculté de droit. Il y a de la recherche partout à l'université. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est courant et que vous entreprenez avec plusieurs collègues? Mais déjà, en échangeant, on a pu voir, et justement en lien avec tout juste ce que France vient de dire, concernant l'attention, par exemple, qui est portée sur les résidents permanents. Donc les personnes, le ministère de l'Immigration du Québec s'intéresse plus particulièrement aux personnes qui vont devenir résidentes permanentes et puis leur parcours, leur trajectoire après la permanence aussi, voire jusqu'à la citoyenneté.
Et donc, il y a moins de travaux, en tout cas, on voit là, concernant les populations réfugiées. Alors, elles ne sont pas très, très nombreuses parmi l'ensemble de la population, mais les résidents temporaires, les étudiants, leur parcours, en fait, parce que les étudiants peuvent passer des années au Québec sous un visa d'étudiant, et là, se trouvent, surtout en ce moment, à trembler et à se dire, bien là, j'attendais mon diplôme post-diplôme, enfin mon permis post-diplôme qui menait à la résidence permanente, mais maintenant tout a été figé. Alors c'est des personnes qui ont passé de nombreuses années au Québec avec l'objectif de pouvoir s'installer et qui ont été socialisées au Québec. C'est un exemple de résidents temporaires. Il y a d'autres, des travailleurs temporaires aussi qui ont développé réellement une expérience québécoise, canadienne, et qui se trouvent dans un parcours difficile et qui amène beaucoup d'incertitudes, en plus de nombreuses autres incertitudes actuelles au niveau individuel et familial aussi. Donc ça, on connaît moins. Alors il y a quelques travaux, il y a des travaux qualitatifs, il y a quelques enquêtes avec un collègue à McGill aussi travaille et un collègue ici à l'UDM aussi au département travaille aussi sur une enquête qui s'est intéressée aux réfugiés au Québec. Mais il manque là aussi une documentation qui soit plus grande. Statistique Canada nous a fait des présentations des données concernant les résidents non permanents au Canada. Donc ça, c'était nouveau aussi de pouvoir distinguer leur composition parce qu'il y avait ces informations n'étaient pas publiques jusqu'à tout récemment. Donc, en discutant, on voit en fait émergent finalement des motivations à continuer de creuser sur ces questions parce qu'on voit que c'est loin d'être que de la démographie, mais qu'il y a des enjeux historiques, législatifs, institutionnels qui sont présents. Alors voilà, un type d'échange interdisciplinaire ici à l'université qui est très agréable d'avoir l'occasion de pouvoir le faire. On développe aussi des travaux justement aussi avec des anthropologues, des sociologues aussi, des géographes. Là, je m'intéresse avec les données des fichiers d'impôt aux liens extra-résidentiels, donc avoir une mesure plus dynamique de la famille, des liens extra-résidentiels des membres de la famille, et de quantifier, en fait, de mesurer la distance entre ces membres de la famille, non immigrantes, mais immigrantes aussi. Donc, on a développé un projet qui, on espère, sera subventionné sur la mesure géographique, en fait, des déplacements, et à travers les provinces, mais en région, et des fois même des membres de la famille qui déménagent à l'étranger, alors qui ne remplissent plus pendant au moins 2 ans des fichiers d'impôt. Donc là, en géographie aussi, on s'associe. Et là, on participe, donc on s'est rencontrés aussi récemment. Il y a la Maison des affaires publiques et internationales qui a été officialisée et dont je suis devenue membre aussi, alors qui va nous amener les personnes en sciences politiques aussi, qu'on puisse collaborer de manière plus facile avec des collègues en sciences politiques. Oui. Et pour les juristes, la Maison des affaires publiques et internationales, c'est un lieu de rassemblement qui est vraiment intéressant, d'autant plus que le vice-doyen qui était présent lors de cette réunion disait, mais on veut de la recherche qui a un impact. Et pour moi, impact, ça veut dire on va développer des nouvelles politiques publiques qu'on va sous-tendre par des propositions de modification au droit qu'on pourra par la suite mettre sur la place publique pour des discussions avec
avec les gouvernements, entre autres. Puis la question de l'immigration, le partage des compétences entre le Québec et le fédéral, c'est une question qui m'apparaît tout à fait pertinente là, dans ce contexte-là. Puis d'ailleurs, on a commencé à travailler avec une chercheuse de sciences politiques qui est ici, qui poursuit les travaux d'une chercheuse de Concordia sur le concept de fédéralisation de l'immigration au Canada. Et donc, on va continuer ces recherches-là ensemble. Et elle va le faire de son point de vue de sciences politiques et du mien du droit. Et c'est intéressant parce que là où on peut se rejoindre, et c'est en parlant on s'est rendu compte de ça, c'est que en droit, surtout au niveau du gouvernement fédéral, lorsqu'il y a des règlements qui sont proposés, le gouvernement fédéral fait des études d'impact de la réglementation. Or, ces études d'impact sont en fait de l'analyse, c'est des études d'analyse politique, comme les politologues le font. Donc, ne serait-ce que sur ces documents-là qui sont produits et publiés et qu'on met avec des règlements, mais qui sont clairement de sciences politiques, on va pouvoir commencer un dialogue là-dessus, ne serait-ce que critiquer, analyser ces documents-là pour nous nourrir un peu sur ce que le gouvernement essaie de faire, dit ou ne dit pas et qu'il devrait dire. Et ça peut mener à des choses et des constats qui sont vraiment très intéressants. Juste un, là, pour les fins de la discussion, on critique beaucoup les gouvernements provinciaux en ce moment pour leur utilisation de la clause non-obstant, la clause dérogatoire dans la charte. Or, ce qu'on sait, les juristes, c'est que il y a certains gouvernements fédéraux d'il y a environ une vingtaine d'années, ou en tout cas le gouvernement conservateur de Harper, pour ne pas le nommer, a fait adopter plusieurs lois du Code criminel, dans le Code criminel, qui, on peut probablement dire avec pas mal de certitude, qu'il savait que c'était pas valide sur le plan de la Constitution. Mais il le fait pour faire plaisir à sa base. Et il savait qu'à un moment donné, ces règles-là seraient contestées, que ça irait jusqu'en Cour suprême du Canada et que la Cour les déclarerait invalides. Mais il ne serait plus au pouvoir parce que la justice, c'est long. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé pour de nombreuses lois qui ont été adoptées en droit criminel par le gouvernement Harper. Et à un moment donné, sous le gouvernement fédéral, il y avait un ministre de la Justice qui a dit... Moi, je vais les publier, nos études d'impact, qu'on fait des études de risque d'invalidité constitutionnelle quand le Parlement propose une loi. Parce qu'ils les font, ces études-là. Mais pour le moment, c'est gardé secret. Et le ministre de la Justice a dit, moi, je vais les divulguer, moi, ces études-là, pour prouver au public que le gouvernement et le Parlement fédéral proposent des projets de loi qui sont valides constitutionnellement. Alors, il est parti, et donc la chose ne s'est pas concrétisée. Oups. Mais il y a le même problème avec le gouvernement, avec Trump en ce moment. Il fait plein des ordres exécutifs, je ne sais pas comment... Décrets. Oui. Les décrets, je pense que le terme... Oui, les décrets exécutifs, là. Et il y en a des tonnes et des tonnes. Et ce qu'on dit de plus en plus dans les journaux, c'est qu'il sait très bien qu'il y en a plusieurs qui sont complètement invalides, mais il le fait quand même. Oui, vu tu me lances sur le sujet, c'est un peu le sujet de l'heure, parce que Donald Trump a décidé que c'était le sujet de l'heure, qu'il faut stopper l'immigration canadienne vers les États-Unis. Est-ce que c'est juste moi ou il est complètement à côté de la traque? Dans le sens que c'est vraiment un problème, un, et deux, en quoi est-ce que le Canada peut régler le problème de la douane américaine? Très bonne question. On se pose tout le monde cette question-là. Je pense qu'on l'a déjà dit. Hein, la question du fentanyl était un non-problème au Canada, ou si peu un problème que ça ne vaut pas la peine de déployer autant de ressources qu'on n'a pas nécessairement et qu'on pourrait mettre ailleurs. Et le fentanyl, puis l'immigration, c'est lié dans le sens où on va
On présuppose qu'il y a des cartels mexicains qui viennent sur le territoire canadien pour fabriquer le fentanyl, qu'ils vont ensuite passer par la frontière. C'est pas nécessairement de l'immigration comme telle, mais ça va être plus du transport, probablement, de marchandises. Pour ce qui est de l'immigration, c'est vraiment bizarre parce que pour ce qui est des réfugiés comme tels, ou les demandeurs d'asile, ils viennent des États-Unis, mais on a l'entente sur les tiers pays sûrs qui fait en sorte que le Canada peut refouler à la frontière les demandeurs d'asile qui se présentent et qui viennent des États-Unis et les refouler sur le territoire. Et l'inverse aussi, les Américains peuvent refouler. Oui, oui, c'est ça. Ils peuvent envoyer, eux, leur armée à la frontière et c'est leur juridiction. Oui, puis on ne parle pas de nombres extravagants. Hein? Même quand c'était la crise du chemin Roxham, on parlait de peut-être 50 000, 60 000 personnes. Oui, elles arrivaient toutes ou presque sur le territoire québécois, ce qui posait un problème de ressources financières pour le gouvernement québécois. Mais en soi, quand on regarde à la grandeur du Canada, ce n'est pas si important que ça. Dernièrement, on a parlé plus de 100 000 ou 150 000, mais encore là, est-ce que c'est vraiment si important en nombre? Puis, ils ne viennent pas tous des États-Unis, de toute façon. Donc, non, je ne suis pas convaincue qu'il y a un grave problème, mais bon, on dit toujours qu'il faut que Trump ait l'air de gagner pour qu'il cesse d'intimider ses voisins. Alors, on lui donne ce qu'il veut, puis ça a l'air à marcher, en tout cas, pour le moment. Mais peut-être plus généralement, c'est un problème qui n'est pas juste associé à Trump, l'association immigrants-criminels. Ça ne date pas de Trump. C'est très fort depuis son temps, mais il l'associe beaucoup et c'est repris par des politiciens. Selon nos données, il me semble, de ce que j'ai vu, de ce qui avait été présenté, c'est pas du tout le cas. Les gens qui viennent immigrer ne sont pas surreprésentés en tant que criminels. Peut-être que je me trompe, mais Oui. c'est une fausse association. Voilà, donc il y a c'est l'idéologie, hein, la politique associée à l'idéologie là qu'on peut entendre aussi, et le sens des mots, en fait, l'utilisation de mots choc et donc des expressions choc. Au cours de ces dernières années, il y a eu un condensé par de nombreux chefs politiques nord-américains, européens, qui lancent des expressions. Donc, intéressons-nous, est-ce qu'on comprend le sens de chaque mot? Et est-ce que chaque mot, le phénomène correspond bien à ce qui est nommé? Et puis, nous, on est intéressés à quantifier ça, essayer de voir la composition et l'importance. Pas juste donc des nombres, l'effectif ne suffit pas, on a besoin de le ramener à l'effectif de la population moyenne, à un effectif de population. Voilà, 50 000 parmi 8 millions de Québécois, et puis bon, ils arrivent plus rapidement, si c'est le chemin Roxane, ils arrivent à Montréal, et Montréal n'était pas prêt, donc la municipalité à les recevoir, donc en fait, là aussi, c'est systémique, en fait. C'est de là que vient peut-être un débordement. Mais donc, on doit faire attention au sens de ces mots, parce que ce chef politique fait référence à un concept qu'il a entendu et se l'approprie, mais ça ne correspond pas, en fait, à la réalité. Et nous, on s'intéresse aussi, là, tout dernièrement, à essayer de voir comment est-ce qu'on peut quantifier, justement, ces personnes qui vont passer la frontière. Et donc, on essaye de voir, là, il y a des étudiants qui s'y intéressent de plus en plus, les méthodes d'extraction de données à partir des sites web, des questions qui sont posées sur le web, sur comment passer, comment s'installer, Donc, essayer d'avoir des données plus en direct, parce que pour l'instant, il n'y a pas une coordination, une coopération avec tous les postes frontaliers et puis les utilisateurs de données, enfin, les chercheurs, par exemple. Donc, c'est très difficile de savoir quel est l'effectif, finalement. Donc, d'avoir une réponse à ça. Alors, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, et puis c'est idéologique, politique, il y a des visées qui nous dépassent. Oui, puis en droit, en tout cas pour les résidents permanents,
il y a quand même des enquêtes de sécurité qui sont faites avant qu'ils puissent venir être admis sur le territoire canadien. Donc, ça, c'est quand même un nombre important de personnes qui arrivent au Canada et on les a examinées sur toutes les coutures. Hein. Il y a donc des examens sur la sécurité criminelle que ces personnes peuvent poser, leur santé physique aussi. Donc, on sait à peu près qui arrive au Canada, là, de façon générale. Mais c'est certain que les personnes qui arrivent à la frontière et demandent le statut de réfugié, parce qu'il y a la Convention internationale sur la protection des réfugiés, le Canada s'est engagé à admettre les personnes quand il n'y a pas d'entente sur les tiers pays sûrs qui lui donnent l'autorisation de ne pas les admettre sur le territoire. Mais autrement, il doit les admettre sur leur territoire et leur permettre d'aller d'aller devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour faire valoir leurs arguments pourquoi ils sont, oui ou non, des réfugiés. Et ça, c'est une obligation internationale. Alors, est-ce qu'il y a des criminels là-dedans? On ne sait pas. Hein? Et éventuellement, ils vont faire leur demande de résidence permanente si on leur donne le statut de réfugié. Ils vont pouvoir demander leur résidence permanente. Il pourra, à ce moment-là, peut-être y avoir des enquêtes plus poussées sur ces personnes-là. Mais une fois qu'elles sont sur le territoire, puis qu'elles ont été autorisées par un statut de réfugié, il va falloir d'autres raisons pour les expulser. Et ce sera au moment où ils auront leur statut de résident permanent, s'ils commettent des crimes sur le territoire canadien. Là, il pourra y avoir des motifs de les expulser, mais encore là, je mets vraiment beaucoup de parenthèses autour de ça parce qu'il reste qu'on a reconnu que cette personne-là était un réfugié, donc on ne peut pas la renvoyer dans son pays. Alors, même si la personne commet des crimes sur le territoire canadien, bien, on doit continuer à la protéger quand même. Donc, il y a tout un système qui est installé pour la protection des personnes. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une marée de criminels qui a envahi le Canada. C'est pas vrai, on est loin de ça, là. Et d'ailleurs, je pense que les chiffres le démontrent bien qu'il n'y a pas une montée si grande que ça. Il y en a eu, je pense, certaines montées de crimes, mais je pense que c'est plus attribué aux gangs de rue que... Puis c'est les conditions économiques aussi. On sait qu'il y a une corrélation. C'est ça, oui. Post-COVID, il peut y avoir toutes sortes de raisons autres que les immigrants, mais les immigrants sont souvent une cible facile. Hein? Oui, puis j'ajouterais aussi qu'il y a eu des travaux qui ont été faits et qui associent, la géographie et la concentration des immigrants et les votes aussi et la peur de l'immigration. Et en fait, c'est les zones où il y a le moins d'immigrants qui ont le plus peur des immigrants. Donc ça aussi, c'est interpellant parce que à Montréal, où 85% des immigrants sont à Montréal, il y a eu, dans les votes, on exprime moins la peur des immigrants que bref, dans la connaissance, l'interaction. Oui, l'interaction, et donc l'interaction, l'interculturalisme, ça c'est aussi quelque chose qui est mot important. À la mode. Oui, c'est ça, avec le projet de loi du ministre Roberge sur l'intégration des immigrants et l'interculturalisme. On a l'impression qu'il propose ce projet de loi pour faire plaisir aux personnes qui vivent en région, pas nécessairement pour les Montréalais. C'est l'interculturalisme, c'est un concept, disons, plus complexe que ce que le gouvernement l'utilise. Le multiculturalisme aussi, c'est utilisé un peu peut-être comme mot-clé dans certains discours. Je vais me tourner vers Carl. Il reste combien de temps environ? Je dirais un petit 5 minutes avant l'heure. Fait que peut-être se diriger vers une dernière question. Oui. Je voulais vous poser une question. Est-ce qu'il y a un préjugé envers les populations immigrantes que vous détestez? Parce que vous savez que c'est pas vrai, puis que vous aimeriez peut-être un peu là, découdre ces préjugés là, en ce moment, qui pourraient être pertinents pour le public. C'est une question difficile.
À l'heure actuelle, je ne sais pas si le préjugé de l'immigrant paresseux persiste toujours, qu'il vient ici pour profiter des services publics ou des femmes qui viennent ici alors qu'elles sont enceintes pour mettre au monde leur enfant pour avoir la citoyenneté canadienne et pouvoir rester. Donc, il y a ce préjugé de l'abus du système par les migrants. Je pense qu'il est encore là, cet abus-là, ce préjugé. Ouais. Oui, puis surtout dans le travail, on le voit bien, ce sont des gens qui sont, beaucoup sont formés, beaucoup qui ont déjà d'argent qui viennent ici. Ouais. Les réfugiés, c'est un autre contexte, mais il me semble, tout ce qu'on voit, c'est qu'ils veulent s'intégrer. Oui, tout à fait. Puis même les réfugiés, les personnes qui arrivent à la frontière ne sont pas nécessairement des personnes démunies, ou les personnes qu'on choisit dans les camps de réfugiés ne sont pas nécessairement des personnes démunies. Il y a des gens qui arrivent ici et qui ont beaucoup d'argent. Ils peuvent demander le statut de réfugié parce que, ils viennent de la Syrie, par exemple. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on est syrien, qu'on a pu quitter la Syrie, qu'on est nécessairement pauvre. Au contraire, souvent, ce sont les personnes qui ont de grands moyens qui peuvent quitter leur pays et se protéger ailleurs. Surtout au Canada, ça veut dire. C'est pas à côté. Souvent, l'Europe serait plus près. Ouais. Donc, j'imagine juste ceux qui ont l'argent pour payer un billet d'avion. Puis on sait qu'il y a tout un réseau aussi pour monter des États-Unis, entre autres, vers le Canada. Qui coûte cher, très cher. Oui, ça coûte cher. Oui, alors comme préjugé, il y a plusieurs images qui me viennent en tête. Il y a peut-être celui de si on demande aux personnes combien est-ce qu'ils pensent qu'il y a d'immigrants dans la population ou combien d'immigrants sont arrivés au Canada cette année, il peut y avoir des chances, vu ce qu'on entend dans la sphère publique, que ça soit de grands pourcentages qui soient donnés. Alors que ce sont des très faibles pourcentages à chaque année qui arrivent. 2% de la population. Il peut y avoir 150 000 parmi dans la population au Québec de résidents permanents qui arrivent. Donc, les pourcentages, finalement, là, ça paraît être un sujet vraiment qui va complètement balancer la population québécoise ou canadienne. Mais en fait, au niveau de l'effectif, c'est pas tant. Par contre, le fait pour les immigrants d'arriver et de s'installer, de vivre et de vivre en bonne santé aussi, de s'épanouir au travail, mais de manière globale aussi, ça reste un enjeu important. Et c'est ça le plus complexe, en fait. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à quantifier. Ah oui, la fameuse capacité d'accueil qu'ils utilisent. Oui. Et tout le monde sort un nombre quasi imaginaire, dans le sens qu'on ne donne pas de critères qui viennent avec. C'est vrai. En fait, les critères, c'est surtout axé sur les services qu'on peut donner, puis le coût des services. Donc, si tous les immigrants, tous les demandeurs d'asile et toutes les personnes qui viennent sur le territoire et qui n'ont pas, par exemple, encore de permis de travail, est-ce que ces personnes-là, on leur donne tous les services de santé, services d'éducation, services au niveau de l'apprentissage de la langue et tout ça? Il y a eu vraiment plusieurs périodes dans le développement du Québec où, à un moment donné, on donnait juste certains services en matière de santé. C'est encore le cas aujourd'hui. L'accès à l'école n'était pas garanti. Même pour les tout-petits, on demandait aux parents de payer. Aujourd'hui, je pense que ce problème-là est réglé. En tout cas, je le souhaite parce que c'est vraiment catastrophique d'empêcher de jeunes enfants d'aller à l'école ou de demander aux parents de payer des sommes qui sont quand même assez exorbitantes pour envoyer leur enfant à l'école. Le reste, mais il y a les services pour l'apprentissage de la langue, de la culture, etc. Et les gouvernements pensent plus en termes de chiffres. Donc, par tête d'immigrants qui arrivent ici, c'est à peu près combien, grosso modo, le coût par personne jusqu'à temps que ces personnes-là aient un emploi et qu'ils puissent, par leurs impôts, contribuer à la société québécoise. C'est plus ce genre de calcul-là que le gouvernement fait.
Mais je ne suis pas certaine que c'est le même genre de calcul que les individus ou que la population québécoise fait. Je me demande si leur calcul est plus de nature culturelle, tout simplement. On se sent mal à l'aise par rapport à ces personnes qui arrivent et qui nous bousculent dans notre réalité. Donc, c'est plus un calcul de malaise qu'un calcul chiffré, je dirais. Ouais. Parce qu'il y a un aspect tout à fait légitime. Est-ce qu'il y a assez de place dans les écoles? C'est pas une mauvaise question. Mais on peut y répondre de façon un peu plus objective aussi. Et peut-être mieux investir dans l'éducation et la santé. Ça, oui, mais c'est aussi on doit s'adapter aussi avec la dynamique en cours aussi qui est en train qui se passe aussi, étant donné que là, il y a besoin d'immigrants pour aussi combler le manque de naissance. Donc, si on veut que la population canadienne continue de croître, eh bien, on voit que c'est par l'immigration, puisque, comme dans beaucoup d'autres pays occidentaux, la fécondité devient à des niveaux, et des fois reste pendant un certain temps à des niveaux bas, très bas, de 1,5, 1,6, 1,5, 1,4 dans certains pays, enfants par femme. Et au Québec, c'est parmi les plus bas niveaux de fécondité qu'on ait jamais vu. Au Canada, déjà, c'est plus bas encore qu'au Québec. Alors, voilà, on a la population immigrante et on en a besoin finalement, et puis elle est souhaitée et elle comble aussi des manques pour l'emploi, le travail, la solidarité intergénérationnelle aussi, pour que le système fonctionne avec le vieillissement de la population. Toute cette dynamique populationnelle et des cycles de vie, on a aussi besoin. Donc ça va être aussi à la société de s'adapter aussi, de savoir quoi lâcher, comment voir autrement le système, comment faire des réformes plus rapidement, peut-être, mais penser, c'est-à-dire en collaboration aussi avec des spécialistes, des chercheurs aussi, et pas le faire de manière abrupte, d'imposer d'un coup une réforme. Je pense que ça... Oui, c'est vraiment des priorités sociales. Où veut-on mettre les priorités, notre argent collectif, où veut-on l'investir pour faire en sorte que notre société fonctionne correctement et puisse continuer à fonctionner comme elle fonctionne, parce que on vit dans une belle société qui est riche, qui donne beaucoup de services, puis on a quand même un bien-être absolument extraordinaire. Mais ça, c'est parce qu'on a la population. Mais le jour où, justement, on n'aura pas les gens pour payer, là, il va y avoir des réductions de services importantes. Les gens vont commencer à le sentir. Et c'est là où la grogne va commencer à s'installer aussi. Hein? Ah oui. Mais sur ces paroles de belle société qu'on vit, on va finir. Et je vais vous finir en vous remerciant d'avoir accepté. L'addition était fascinante et très intéressante. Donc, merci à vous. Merci. Et merci, cher public. À vous, je vous redis à la prochaine fois.